par la suite, on va ouvrir le débat et donner la parole aux étudiants. Merci. Ce qui concerne la croissance démographique, il y a deux variables qui sont importantes, voire trois. Si vous prenez l'équation de la production, vous avez trois éléments. Vous avez le nombre d'employés. Parce que quand vous avez le nombre d'employés, si vous avez une usine, ceux qui vont travailler sur les machines. Deuxièmement, vous avez la productivité horaire par travailler. Et troisièmement, vous avez le temps de travail. Ces trois éléments, vous faites l'équation de production, c'est les trois éléments que vous avez. Donc plus le pays a de personnes occupées, toutes choses égales par ailleurs, plus le pays a de production. Maintenant, on suppose que quand le pays a beaucoup de jeunes, il a beaucoup de personnes occupées. Mais ça, c'est un postulat. Pourquoi ce dividende démographique, ou en tout cas, cette capacité à avoir beaucoup de ressources humaines, ça ne fonctionne que si vous êtes en mesure de les former, de les mettre en situation de travail. Le deuxième élément, c'est la productivité. La productivité aussi suppose une qualification. Donc, si vous êtes en mesure d'avoir une population la plus élevée possible, avec une bonne productivité, avec une bonne formation, avec un emploi, ça c'est l'idéal. Mais si vous devez avoir une population qui est dans la rue, qui ne travaille pas, voilà, ça c'est un peu le danger. La troisième chose, c'est le nombre de travailleurs. Ça c'est la discipline. Le deuxième élément, c'est le taux d'épargne. Parce que le taux d'épargne aussi, la taille du ménage, ça joue sur le taux d'épargne. Et le taux d'épargne, c'est ça qui permet aussi d'investir. Il y a des liens entre épargne et investissement. En général, au niveau théorique, c'est deux phénomènes. Pour ce qui concerne la démocratie, il y a pas mal de papiers. En fait, il faut voir que c'est des indicateurs. La démocratie, au-delà du concept, dans ce type de travaux, vous avez des indicateurs. Donc nous on a utilisé les indicateurs de la Banque mondiale. Il y a un économiste qui s'appelle Kaufman, qui a beaucoup travaillé avec la Banque mondiale, et dans les indicateurs de gouvernance, il y a un sous-indicateur, une sous-dimension concernant la démocratie. C'est l'absence de voix, par exemple, le nombre de partis. Vous voyez que ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à apprécier. Quel est le meilleur modèle? Le modèle chinois, le modèle coréen? C'est un peu subjectif. Vous savez, ce type de travaux, le modélisateur n'a pas d'état d'âme. Ce qu'il fait, il prend les sports, il les met, après il fait tourner. Le modèle montre que l'absence, le fait d'avoir beaucoup de partis politiques, voilà, parce que souvent ça peut jouer, le fait d'avoir des partis politiques. Donc, ça ne joue pas les performances économiques. Le modélisateur n'a pas le droit d'exprimer ses sentiments, il est obligé de prendre ce que le modèle lui donne. En même temps, il faut distinguer dans la gouvernance, ce qui est important, c'est la gouvernance économique. Par exemple, vous prenez la Chine, c'est le Parti communiste qui va diriger, et au niveau économique, la Chine va avoir une très bonne gouvernance économique. Une absence de corruption, un bon environnement des affaires, un gouvernement efficace. C'est ça qui importe pour l'investisseur. L'investisseur, quand il vient, il ne vous demande pas est-ce que vous avez une opposition ou pas. En revanche, dans les travaux que nous faisons, nous distinguons l'étape d'émergence et l'étape de développement intégral. Disons, il y a
papier qui fait référence, le professeur Abdoulaye qui est là, c'est le papier de Barrow, un économiste américain qui a, comme nous, fait beaucoup de modèles avec beaucoup d'indicateurs, qui a trouvé que, en fait, la démocratie, s'il y a zéro démocratie, si vous ajoutez un peu de démocratie, ça augmente la croissance. Si vous ajoutez encore de la démocratie, ça réduit la croissance. Parce que, après, vous allez avoir des groupes de pression. Vous allez avoir... les gens vont passer le temps à faire de la politique politicienne, au lieu de travailler. L'émergence, je vous ai dit que c'est un chantier de 10-15 ans. C'est pourquoi dans ce type de chantier, en général, vous pouvez même faire un trade-off. C'est-à-dire, vous pouvez dire, pendant 10 ans, on va échanger un peu moins de liberté avec un peu plus d'efficacité. Mais c'est un échange volontaire. C'est-à-dire, c'est pourquoi on fait des pactes d'émergence. Les travailleurs vont dire, pendant 10 ans, nous acceptons de taire nos revendications. C'est fondamental. Parce que dans cette phase de réforme très rapide, il faut aller très vite. Et la discipline est fondamentale. Et tout cela est lié. Il y a un peu une exigence de restriction des libertés, mais délibérément choisie par les populations. Les populations acceptent de... C'est pourquoi dans certains pays asiatiques, quand ils faisaient la grève, ils n'allaient pas dans la rue. Ils ont le droit d'aller dans la rue, mais ils savent qu'on est dans une phase difficile. Ils vont prendre une écharpe et le mettre sur la bouche, puis qu'on n'est pas mécontent. On n'est pas content, mais on travaille. En revanche, plus le pays avance vers le développement intégral, là-bas, le modèle chinois, par exemple, ne va plus marcher. Parce que plus le pays doit innover, plus ces modèles de restriction, disons, ne peuvent plus fonctionner. Et là, vous allez voir, si vous faisiez un peu le test, on est en train de bâtir un indice de cette nature, vous verriez que les pays les plus démocratiques sont meilleurs en innovation. Parce que l'innovation suppose... vous ne pouvez pas faire de l'innovation si vous avez des policiers autour de vous. Bon, donc nous distinguons c'est-à-dire, chaque fois que je dis ça, les gens crient. Mais je m'assure. Dans la phase de transition vers l'émergence, il y a une nécessité, un pacte qui permette de ne pas saisir toute la liberté que la Constitution peut vous offrir. Donc le travailleur, au lieu d'aller dans la rue manifester, il accepte de ne pas manifester, mais de mettre une écharpe, parce que le pays en a besoin. Merci. J'espère que vous avez compris. Merci beaucoup, M. Lo, pour les clarifications. Nous allons donner la parole au public, aux apprenants. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre une série de 3 questions pour donner l'occasion à nos invités de répondre aux différentes interrogations, et à la suite, on va prendre une deuxième série de 3 questions. Je demande à Tidiane, qui a le micro, de faire le tour. Avant de poser vos questions, je vous laisse vous présenter d'abord. Bonsoir, je suis Mohamed Alamansour, Master D, Management des ressources humaines. Ma question... Pardon? Vous êtes de quel pays? De la Guinée. Oui, je savais. Moi, ma question, c'est que je tiens d'abord à vous féliciter pour cette brillante intervention. Ma question, c'est par rapport à la comparaison, parce que je vois tout au long de l'intervention, il y a une comparaison. Et vous rappelez simplement de ce qu'un sociologue sénégalais à Lausanne, qui disait aujourd'hui, aller dans le sens de se comparer à l'Occident, au développement occidental, s'accepter que le passé de l'Occident soit le futur de l'Afrique. Est-ce qu'il faut bâtir aujourd'hui alors, M. Lo, un modèle de développement propre à l'Afrique? Parce que dans la mesure où vous dites qu'aujourd'hui, la démocratie n'est pas du tout un paramètre pour aller vers l'émergence.
Et deuxièmement, c'est que par rapport à ce modèle qui est propre à l'Afrique, le Rwanda par exemple, aujourd'hui tout le monde, tous les chefs d'État, quand même, quand ils rencontrent Paul Kagame, il y a un respect immense. On sait que ce n'est pas du tout un modèle démocrate, on le sait, parce que la liberté n'est pas du tout respectée au sein de ce pays. Est-ce, M. Lo, ce modèle que l'Afrique doit mettre en place, va-t-il permettre aux Africains d'être dans les années à venir, parce que nous sommes dans un monde vicar où les mesures que vous dites ici, c'est 50-10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui on a les capacités pour avoir des plans d'émergence? Lorsque vous lisez le plan Sénégal émergent, est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment pouvoir y arriver dans ce temps-là? Parce que nous sommes dans un monde changeant, surtout après l'arrivée du Covid, aucun pays n'était prêt pour faire face à cette situation. Merci. Merci. Vous pouvez couper votre micro. Oui, Merci. En fait, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le discours alternatif en Afrique, qu'on appelle alternatif, c'est-à-dire c'est des gens qui proposent une autre vision du développement, il est fréquent de dire qu'il faut que l'Afrique choisisse sa propre voie. Moi, j'ai une vision, je fais partie d'un groupe, le groupe est à une salle, on a un groupe de 6 membres. Donc on a des échanges, on n'a pas forcément les mêmes vues. Mais la vision que nous défendons, c'est de dire que il y a des standards de développement. C'est comme dans le domaine des droits de l'homme. Dans le domaine des droits de l'homme, il y a un corps de standards. C'est-à-dire, quel que soit votre niveau de gestion politique, au niveau des droits de l'homme, on vous impose de respecter un certain nombre de standards. Dans le domaine économique, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a un minimum que tous les pays doivent satisfaire. Donc si vous n'avez pas ces leviers-là, il faut nous démontrer un pays qui n'ont pas ces leviers, qui ont réussi à s'en sortir. Donc, minimum que le pays doit satisfaire en termes de compétitivité, en termes de développement économique et social, pour pouvoir dire que je peux choisir ma voie. La population partout dans le monde demande à être bien nourrie, à avoir de l'électricité, à avoir... Moi, je ne sais pas, tout le monde veut ça. Maintenant, si vous pouvez me montrer une voie qui vous permette d'assurer ce minimum avec une autre voie, je suis preneur. Mais tous les pays au niveau mondial qui ont réussi à avoir des niveaux minimums de revenus, des capitales humaines qui ont la formation secondaire, des routes de bonne qualité, ces pays-là, c'est ces modèles d'ouverture, en tout cas dans les échanges internationaux, mais les échanges, ils ont réussi à faire la transformation. Ce n'est pas parce que l'Afrique n'a pas réussi dans le passé qu'il faut rejeter tout. C'est parce que nous, on n'a pas fait la transformation. On peut s'ouvrir en gagnant dans la mondialisation. Donc c'est ce discours-là qu'il faut tenir. Mais en même temps, on n'est pas obligé de suivre. Une fois qu'on a atteint ce minimum, c'est là où le génie national maintenant peut être utilisé. On n'est pas obligé de chercher à avoir des PIB de 20 000 $. Parce qu'aujourd'hui, des pays comme la Malaisie, ils n'ont même pas 10 000 $. Malgré tout, c'est des pays qui vivent de manière heureuse. Mais il y a ce minimum. Un minimum de qualité de vie, un minimum de niveau de vie. À partir de là, maintenant, on peut choisir, comme Bhoutan, de dire je mets la spiritualité. Moi, je suis heureux avec la spiritualité. Voilà. Donc, pour ce qui concerne Covid, je suis tout à fait d'accord. Covid va sans doute retarder les agendas d'émergence des pays africains. Donc, tout à l'heure, on parlait de 2035. Donc, il faudra sans doute, pour beaucoup de pays, décaler. Mais en même temps, vous pouvez avoir des surprises. Parce que vous savez, quand vous faites des prévisions, vous faites avec ce que vous connaissez. Un pays comme le Sénégal qui a du pétrole, le pétrole peut donner des années de gains supplémentaires qu'on n'avait pas estimés avant. Voilà. Alors, il est 17h20. Je demande à chaque intervenant de faire 30 secondes et de permettre à nos invités de répondre également en 1 minute 30. I will do it in English. Donc vous me posez vos questions en anglais, je réponds en anglais.
Docteur Biaï, tu t'exprimes en français. Oui, je vais essayer en français. Tu as 1 minute, Okay. vas-y. Bon, merci beaucoup Moubarak Amaï de faire ce travail vraiment génial, exceptionnel là pour montrer un peu de façon très transparente quelle est l'approche que vous prenez dans vos études. Et,